Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Bada de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Bada qui me donne l'occasion de recevoir un producteur de cinéma, Philippe Martin. Philippe Martin, bonjour. Bonjour. Je reçois donc pour une conversation à saut et à gambade, selon l'usage, quelqu'un qui produit des films de fiction, des courts-métrages et des documentaires, sans compter un intérêt pour tout ce qui est le numérique et les conséquences que le numérique a sur la production. C'est dire que les sauts et les gambades vont nous conduire un peu dans toutes les directions. En même temps, nous allons essayer de comprendre non pas ce qu'est un producteur de cinéma, mais ce qu'est un producteur de cinéma d'une catégorie qu'on appelle indépendant, si ça vous convient. Et pour ça, il m'a semblé qu'il pouvait être utile de commencer en parlant d'un des premiers, sinon le premier long métrage que vous avez produit, qui était un long métrage signé de Pierre Salvadori et qui était Cible émouvante. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Alors c'est le deuxième. C'est le premier que je produis, c'est un film qui s'appelle Loin du Brésil, de Tilly, un film avec Emmanuel Riva. Oui. Et à ce moment-là, j'ai 25 ans. Et je fais le film de Pierre l'année suivante où j'ai 26 ans. Vous êtes, évidemment, vous avez une grosse fortune personnelle. Vos parents ont des comptes en Suisse et ça vous permet de faire ces deux premiers films. Alors mes parents auraient pu avoir des comptes en Suisse parce que j'ai grandi pas loin de la frontière suisse, à Évian-les-Bains. Mais voilà, ma mère était institutrice et mon père douanier, donc le pactole familial était quand même assez menu. Le budget de ce film de Pierre Salvadori, je parle de film de Pierre Salvadori, quoique comme beaucoup de gens, Tilly soit un nom, beaucoup de gens de ma génération et de la génération d'après, qui disent beaucoup, mais moins que Pierre Salvadori. Et puis ce film, Cible émouvante, avec Jean Rochefort et Guillaume Depardieu, avait rencontré son public. C'était un budget à l'époque, donc c'est des francs, c'est au tout début des années 90, et c'était un budget d'à peu près 13 millions de francs. Qui se situait par rapport à la moyenne des productions. Voilà, c'est vraiment un budget de premier film normal, enfin sans excès, mais voilà, il y avait quand même un peu de casting, il y avait Jean Rochefort, Marie Trintignant, Guillaume Depardieu, mais c'est un film qui n'a pas manqué d'argent, c'est un film qui s'est fait comme il devait se faire. Il vous est arrivé de quelle manière ? Il m'est arrivé parce qu'avant de créer ma société, donc qui s'appelle Les Films Péléas, j'ai travaillé pendant quelques mois, le temps de développer le projet de Tilly, Loin du Brésil, dans une société qui produisait des films institutionnels. Et il y a un acteur d'un film institutionnel qui un jour m'a dit je connais un jeune garçon qui fait des sketchs, qui est un jeune comédien, qui a écrit un scénario, et il cherche un producteur et il n'en trouve pas. Et j'ai rencontré Pierre à ce moment-là. Et en effet, Pierre avait écrit ce film pas tellement pour le réaliser, en fait, d'ailleurs, je crois pas du tout pour le réaliser, mais pour jouer dedans. Et il s'était dit, voilà, si jamais je veux avoir un rôle, peut-être qu'il faut que je me l'écrive. Et comme il savait écrire, il a écrit le rôle qui à l'arrivée a été joué par Guillaume Depardieu. Et il avait proposé à plein de producteurs qui n'ont pas répondu, tout court. Et ensuite, moi, je lui ai dit, bah voilà, je peux pas tout de suite, j'ai pas encore créé de société, j'ai pas encore produit de film. Mais dès que j'ai lancé mon premier film, le premier jour du tournage de Loin du Brésil, j'ai rappelé Pierre. C'était 1 an et demi après notre rencontre pour lui demander où il en était. Et il m'a dit, ça n'a pas bougé, quoi. J'ai toujours aucun intérêt de producteur. Et à ce moment-là, on s'est vu et c'est comme ça que le projet s'est lancé. Et c'est moi qui, à un moment donné, lui ai dit, mais il faut que tu réalises toi. Tu as des idées tellement précises sur ce que tu veux. Et il était très, je sais pas, absolument pas du tout la confiance en lui pour réaliser. Il osait pas du tout s'imaginer réalisateur. Et moi, je l'ai beaucoup motivé en lui disant, si, il faut y aller. Je venais de faire un film avec un garçon qui avait jamais fait de cinéma de sa vie et ça me faisait pas peur de recommencer. Et voilà, j'ai eu raison. Et puis très vite, Pierre a été un réalisateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été dans la position du réalisateur, il n'y avait plus aucune hésitation, ou l'hésitation normale, mais en tout cas, la confiance était là. Et depuis, il a réalisé combien de films On vient de faire le 10e. Hein. Oui. Donc, votre intuition n'était pas mauvaise et la façon dont vous avez imaginé qu'il était capable d'être réalisateur. Mais revenons en arrière, 13 millions de francs.
un réalisateur inconnu, quelques comédiens quand même, à part Guillaume Depardieu, qui était un peu connu, mais pas beaucoup, mais Jean Rochefort et Marie Trintignant, ça doit pouvoir aider. Où trouve-t-on l'argent? Comment le rassemble-t-on? Bah déjà, on le trouve à un moment assez particulier, c'est-à-dire que c'est le tout début des années 90 qui est un moment... alors, on lui a pas donné de nom, autant le début des années 60, on a trouvé la nouvelle vague pour le définir. Ce moment-là, il n'a pas vraiment de nom, mais c'est un moment passionnant, parce que c'est un moment d'émergence incroyable. C'est un moment où en 3 ans, on va dire toute fin des années 80, premières années des années 90, apparaissent des metteurs en scène par dizaines, des comédiens, des acteurs. C'est fou. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas incarné par un courant esthétique comme l'a été la Nouvelle Vague ou d'autres courants comme le réalisme poétique, mais le talent apparaît. Mais vraiment dans des proportions impressionnantes. Et même encore maintenant, beaucoup des grands réalisateurs français sont apparus dans ces années-là. Et donc, il y a une espèce d'embellie qui est incarnée par un producteur qui s'appelle Alain Roca, qui produit coup sur coup Un monde sans pitié et La Discrète. 2 films de réalisateurs inconnus, 2 premiers films. Éric Rochant pour le premier. Voilà, Christian Vincent pour l'autre. Voilà. Son casting vraiment, voilà. Et c'est 2 gros succès. Donc à ce moment-là, il y a une prise de conscience on va dire des partenaires financiers, aussi bien les chaînes de télévision que des distributeurs, que peut-être le cinéma peut s'envisager un peu autrement. Et cette nouvelle génération de metteurs en scène qui apparaît crée sa génération de producteurs. Voilà, moi je deviens producteur parce que c'est pas pour aller produire des gens qui font des films depuis 15 ans. Je deviens producteur pour produire des gens qui font du cinéma à ce moment-là. Et donc il y a un peu cette espèce de dynamique qui fait que une nouvelle génération sur on va dire la brèche qu'a ouverte Alain Roca apparaît, et cette nouvelle génération est quand même assez prise au sérieux, étonnamment. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que quand je me dis que j'ai fait mon premier film, le tournage à 25 ans, donc que j'ai fait le montage financier à 24 ans, que j'allais convaincre des partenaires à 24 ans, j'avais pas produit un seul court-métrage. Pour un réalisateur qui lui-même n'avait pas fait un seul court-métrage, et qu'on a réussi à trouver plus de 10 millions, je me dis, ah oui, c'est quand même assez incroyable. Mais il y a quand même cette chose dans le cinéma. Alors, peut-être que ce moment-là est un moment particulier, parce que comme ça arrive de temps en temps, il y a l'espace. C'est un moment donné où les producteurs qui sont là, c'est des producteurs très installés, c'est la génération de Alain Sard, Alain Terzian, Claude Berry, Daniel Tescon-Duplantier, c'est-à-dire c'est vraiment eux qui font cette espèce d'image caricaturale du producteur dont on parle encore maintenant, les grosses voitures, les cigares, tout ça qui n'a plus aucun rapport avec la réalité. Hein. Mais c'est cette génération, à ce moment-là, qui est un peu aux commandes. Et il y a la place pour que des gens jeunes débarquent et qu'on se dise, ah bah oui, ils ont des auteurs intéressants, oui, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, et ça peut marcher, puisque 2 premiers films comme ça ont été 2 gros succès. Donc il y a un élan qui fait que, je sais pas comment dire, la confiance circule. Voilà, la confiance circule, et cette confiance permet de faire exister des films. Alors, ceux que j'ai produits, mais des dizaines et des dizaines d'autres. Hein. Et alors, cette chose est toujours vraie maintenant, c'est-à-dire qu'il y a toujours une attention portée, mais même chez la personne qui préachète tous les films français chez Canal+, même dans les chaînes de télévision, même les distributeurs, tout le monde est toujours à l'affût d'où va venir le talent, d'où va venir le jeune cinéaste. Regardez, un des succès les plus spectaculaires de ces dernières années, c'est Les Misérables, de Ladjli. 2 millions d'entrées, un metteur en scène inconnu, pas un acteur connu, un sujet sur les banlieues, et c'est ça l'événement. Donc si vous voulez, il y a toujours un peu cette capacité de se dire d'où va venir le talent, où est-ce qu'il va émerger. Mais la différence entre maintenant et mon époque, c'est maintenant, il y a énormément de monde. Il y a une concurrence dingue. Le nombre de producteurs, le nombre de gens qui c'est des dizaines, des centaines de sociétés de production. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'émerger quand il y a autant de gens qui sollicitent les partenaires financiers, quand il y a autant de projets qui veulent se faire. Alors, je reviens sur cette génération de 90 dont vous parlez, les 2 films dont vous avez parlé, celui d'Éric Rochant, Un monde sans pitié, et La Discrète. Et La Discrète. Où est-ce que vous chercheriez aujourd'hui le point qui vous permet de définir ces 2 films-là? Laissons tomber la génération 90, mais qu'est-ce que c'était? C'est la nouveauté des acteurs, c'est, je veux dire, la nouveauté des acteurs, pas seulement en ce qu'ils étaient encore pas très connus, mais en ce qu'ils avaient une façon de jouer qui n'était
pas la même que celle de la génération d'avant? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est, si vous vous interrogez, quel est le bout du fil qu'il faut tirer? Si vous voulez, je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que c'est un art qui est tellement en prise avec son époque que certaines fois, sans qu'on puisse l'expliquer, sans qu'on l'ait même pressenti, un film résonne incroyablement avec son époque. Voilà. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Un monde sans pitié. Je l'ai plus vu depuis très longtemps. Je ne saurais pas peut-être aujourd'hui vraiment dire ce qui caractérise ce film. Mais ce que je peux dire, c'est l'événement que ça a été à ce moment-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme une génération qui se reconnaissait dans les personnages. Donc il y avait quelque chose là qui était quand même qui n'était pas si fréquent, parce que si jamais on regarde les cinéastes français qui ont émergé dans les années 80, déjà il y en a assez peu. Et c'est un cinéma très différent. C'est Jean-Jacques Benex, Luc Besson, Léos Carax, Olivier Assayas, peut-être quelques autres, mais qui des fois ont commencé plutôt à la fin des années 70, comme des gens comme Claude Miller. Mais si vous voulez, le jeune cinéma des années 80, c'est un peu eux. Et c'est pas un cinéma dans lequel on s'identifie tellement au personnage. C'est un cinéma dont le style est encore un peu différent. Peut-être pas tout à fait vrai pour Assayas, mais encore. Je pense que à ce moment-là, peut-être. Et voilà. Et puis tout d'un coup, il y a comme une espèce de fraîcheur qui débarque avec Éric Rochon, un certain sens de la comédie avec Christian Vincent, et que ça plaît. C'est ça qui crée un peu une espèce de mode un peu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une scène d'Un monde sans pitié dont vous vous souvenez? Je peux dire que je me souviens d'une scène, mais je me souviens d'Hippolyte Girardot. De l'énergie d'Hippolyte Girardot, de sa séduction. Il y a quand même quelque chose... C'est une forme de héros de cinéma qu'on voit pas tellement à ce moment-là, je crois. Il y a une chose un peu nouvelle quand même chez cet acteur. C'est même pas de anti-héros, c'est de contre-héros. Oui, un peu, ouais, je vous posais la question parce que moi, je me souviens d'une des scènes, c'est celle où il dit « on n'y peut rien ». Quand il est arrêté par les flics et qu'il est avec cette voiture qui marche pas, il faut rentrer par la fenêtre de la porte arrière. Et où il dit, voilà, nous, on est des ratés. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, ça a été le porte-parole d'une forme d'humour et de connaissance de soi d'une génération qui n'était pas une génération de battants, de gagnants. Mais il faut aussi préciser une chose sur Un monde sans pitié qu'on oublie maintenant, mais qui à l'époque avait beaucoup contribué à la petite légende qui se crée sur ce film, c'est que le film s'était fait envers et contre tous. C'est-à-dire que c'est un film dont le système ne voulait pas. C'est-à-dire que le producteur, Alain Roca, avait eu un mal de chien à trouver des partenaires, et en fait, en gros, les avait quand même pas vraiment trouvés, et était parti, grâce à cette époque-là, les banques avaient un rôle très important dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est la banque qui disait le film se fait ou le film se fait pas, et la banque avait dit « Ok, le film se fait, donc on vous suit ». Et à un moment donné, pendant le tournage, elle a changé d'avis. Elle a rejeté les chèques, le producteur a été dans une situation pas possible, le tournage s'est arrêté. Donc, si vous voulez, c'est un succès qui s'est fait alors que tous les gens qui décidaient dans le cinéma avaient dit non, ce film ne doit pas se faire. Voilà. Donc ça avait aussi beaucoup ébranlé tout le monde de se dire ah tiens, ça a défié tout ce qu'on avait imaginé de ce film auquel personne ne croyait. Oui, du coup, ça renvoie sur les décideurs une sorte d'opprobre, ou en tout cas, ça crée le doute. Ça crée le doute, et puis dans une certaine mesure, l'ouverture d'esprit. De se dire, les choses changent et on l'avait pas vu. Donc maintenant, comment le voir? Est-ce que c'est un rêve de producteur, ce cauchemar qui se transforme en rêve? On se fait rejeter par tout le monde, et puis à la fin, on a eu raison. Et non, c'est pas... Ça peut pas être un rêve de producteur, d'avoir un tournage arrêté... une banque qui rejette les chèques, tout ça, etc. Ça, c'est pas possible. Un rêve de producteur, c'est un film qui marche et qui marque beaucoup, quoi. Voilà, ça c'est un rêve de producteur. Mais c'est bien de vivre des rêves heureux sans être obligé d'être passé par des situations trop éprouvantes. Oui, c'est bien que ce soit quelqu'un d'autre qui ait vécu cette... Et puis maintenant, je vais vous dire un truc, ça n'arrive plus. Le système est ainsi fait que... un film se fait quand il est à peu près financé. Mais une banque qui dit voilà, moi je me souviens à ce moment-là, vous aviez un montage financier, vous disiez bah voilà, je vais avoir tant d'un tel, peut-être ça, et la banque vous disait ok, on y va. Mais dans les 4 que je viens de nommer, il y en avait 2, c'était des peut-être. Voilà. Et aujourd'hui, votre argent est débloqué pour faire le film.
par les organismes de crédit, tout ça, qu'à partir du moment où vous avez que des choses sûres. Donc la situation d'un film qui dérape est encore possible, mais c'est quand même exceptionnel. C'est beaucoup moins fréquent qu'à l'époque. À l'époque, combien de producteurs se retrouvaient dans des situations quand même parfois dramatiques. Comme me disait un producteur important à ce moment-là, Humbert Balzan, il disait on déposait le bilan. On déposait le bilan parce que c'était trop compliqué sur un film, on l'avait mal financé, puis on créait une autre société, puis c'était un peu la seule solution pour continuer à produire. Aujourd'hui, les dépôts de bilan dans la production sont exceptionnels. Hein. Alors vous avez dit, autrefois, les banques étaient un acteur de premier rang. Elles ne le sont plus. Qui sont les acteurs de premier rang aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand vous montez un film, on va dire que les partenaires, c'est donc quand même Canal+, on en parle beaucoup, mais c'est vrai, hein, Canal+ investit énormément d'argent dans le cinéma français. Les chaînes de télévision, sur les films que je produis, plutôt les films d'auteur, on va dire Arte, France 2, France 3, TF1, M6 étant obligés aussi d'investir. Hein. Tout ça repose sur des obligations faites aux chaînes de télévision. Tout ça date des initiatives de langue au milieu des années 80. Et vous avez ensuite des opérateurs tout à fait privés, les distributeurs, les exportateurs qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un partenaire comme une chaîne de télévision si vous n'avez pas déjà un partenaire privé engagé sur le film. Ensuite, vous avez des régions, des coproductions étrangères, l'avance sur recette, qui est, avec certaines aides des régions, la seule forme de subvention, même si quand un film marche, on rembourse l'avance sur recette. Mais on va dire, quand on dit que le cinéma français est subventionné, c'est vraiment un abus de langage. C'est-à-dire que le cinéma français est encadré. Ce qui est assez différent, c'est-à-dire que des partenaires, des institutions sont obligées d'investir dans le cinéma français, mais elles investissent leur argent. Si demain vous retirez les obligations faites aux chaînes de télévision d'investir dans le cinéma, elles investiront dans autre chose. C'est pas de l'argent qui va revenir à la culture, pas du tout. Et il y a les Sofica, qui est un système de défiscalisation. Voilà, donc tout ça compose une espèce de monde, d'interlocuteurs que vous allez voir, et pour chaque film, vous essayez de trouver la bonne personne, le bon distributeur d'un film. Voilà, moi, il y a des distributeurs avec lesquels j'aime beaucoup travailler, mais j'irai en voir un autre pour un autre type de film. Donc, à chaque fois, on fait un peu son chemin au milieu de tous ces partenaires. Sur le financement du cinéma, il faut peut-être rappeler le système de taxation qui fait que le cinéma américain contribue au financement. Oui, alors, si on fait une petite parenthèse sur l'exception incroyable française, qui est une exception, on sait depuis très longtemps que c'est une exception. On le sait encore plus aujourd'hui. On dit les films français ne marchent pas très bien, etc. Mais le cinéma français se porte tellement mieux en ce moment, après le Covid, que le cinéma d'auteur dans presque tous les autres pays du monde. Donc, cette exception française, elle vient d'un principe qui est une taxe qu'on appelle la TSA, qui est d'environ 12%, qui est appliquée sur tous les tickets, films français comme films américains, et qui alimente le budget du CNC. Voilà, donc c'est vraiment le nerf absolu du cinéma français, et cet argent est ensuite redistribué en fonction de... Alors il y a ce qu'on appelle les aides sélectives, comme l'avance sur recette, tout ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle, c'est un tout petit peu technique, mais c'est intéressant aussi, le fonds de soutien, c'est-à-dire c'est comme une espèce d'épargne que chaque producteur ou distributeur a au CNC, et qui augmente au fur et à mesure que son film marche. Donc c'est une autre recette que la recette salle ou la recette des ventes à l'étranger. Et en fait, c'est de l'argent qui ne peut que réinvestir dans un autre film. C'est pas de l'argent qu'il peut prendre pour faire un autre usage que de produire des films. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tient le cinéma français. Beaucoup de producteurs, comme moi, ou de distributeurs, tiennent grâce à cette redistribution de cette taxe, et qui est une redistribution qui se fait quand même... en fonction du succès que vous avez. C'est pas que si votre film ne marche pas, mais vous n'avez rien. Oui, c'est pas parce que vous connaissez le patron de ceci, ou le directeur de cela. Alors, vous avez fait un panorama de la galaxie des gens qui interviennent dans le financement d'un film. Est-ce que c'est une galaxie dont les membres ont augmenté depuis que vous êtes entré dans ce métier il y a maintenant quelques 20 ans, 25 ans bientôt 33. Bientôt 33. Vous ne enfin, je produis. J'y étais avant. Est-ce que cette galaxie a augmenté? Première question. Et deuxièmement, est-ce que leur nombre n'est pas un facteur de complication parce que chacun est tenté d'intervenir, qui sur le scénario, qui sur la distribution, qui, etc. Alors oui, il y en a plus qu'avant, mais c'est bien. C'est-à-dire que ça permet d'avoir plus de choix dans les interlocuteurs, hein, ce qui
voilà, si aujourd'hui vous voulez produire une série, vous allez voir 3 plateformes et 2 chaînes de télévision. C'est-à-dire que alors déjà, il y a les plateformes, avant elles n'existaient pas, mais le nombre d'interlocuteurs c'est une main. Voilà, le fait d'avoir beaucoup de distributeurs qu'on va aller voir, beaucoup d'exportateurs. Alors, c'est moins vrai pour les chaînes de télévision, bien sûr. Mais voilà, plusieurs régions, tout ça, oui, c'est bien, c'est vertueux, non, c'est une bonne chose. Après, la question de gens qui interviendraient trop, elle est beaucoup moins... elle n'est pas très fondée. C'est-à-dire que, étonnamment, moi, quand je produis un film, personne ne s'en mêle. C'est-à-dire que je propose un scénario à des partenaires, ils disent oui ou ils disent non. À partir du moment où ils disent oui, souvent ces partenaires peuvent avoir une chose à dire que je vais écouter, parce que souvent ces partenaires, je les choisis parce que j'ai confiance dans leur travail, dans leur point de vue. Donc ils vont me dire des choses sur le scénario, et des fois je suis bien content qu'ils me le disent, et ça peut être utile. Ils vont voir le film au montage, pareil, au montage ils vont peut-être me dire des choses, voilà, et je les écouterai. Mais jamais un partenaire me dit, une chaîne de télévision me dit, je ferai ton film si jamais tu changes la fin, si jamais tu prends tel acteur, si jamais... Ça se passe pas comme ça. Je dirais que moi, déjà, mon travail, c'est un peu de pressentir ça. C'est-à-dire que je sais bien que si jamais je fais un film avec des acteurs connus, ce sera plus simple qu'avec des acteurs inconnus. Je le sais, j'ai pas besoin que quelqu'un dans une chaîne de télévision me le dise. Dans certains cas, je vais en tenir compte, quand le projet s'y prête, et puis dans d'autres cas, non. Parce que la nature même du film fait qu'il doit être fait avec des acteurs inconnus. Donc, bizarrement, ce dont vous parlez existe beaucoup plus dans la télévision et dans les plateformes. Les télévisions, quand elles produisent des films qu'elles diffuseront, elles, en premier, sont extrêmement interventionnistes. L'interventionnisme de Netflix sur l'écriture des scénarios, tout ça, etc., est incroyable. C'est une toute autre façon de faire. Et là-dedans, la position du producteur et du réalisateur n'est pas du tout celle qu'il a au cinéma. Ça ne se compare pas. Donc, vous êtes avec devant vous un certain nombre d'interlocuteurs, dont, vous l'avez dit, le distributeur. Sans distributeur, il n'y a pas de film. Le distributeur, est-ce que vous pourriez faire un espèce de portrait global, collectif des distributeurs? Quelle sorte de distributeur existe? Alors, déjà, le distributeur, c'est celui qui va faire l'intermédiaire entre le film et le public. Donc, c'est lui qui, à un moment donné, va prendre le film et va faire tout le travail, aussi bien publicitaire, conception d'affiches, conception de film-annonce, que plan de sortie. Est-ce qu'on sort le film sur 100 salles ou 400 ? Quelle date ? Très important, la date de sortie, essentielle. Voilà, c'est lui qui va prendre toutes ces décisions. Évidemment, en collaboration avec le producteur et le réalisateur, mais c'est quand même ses décisions. Et ensuite, c'est lui qui programme le film, qui va être en lien avec l'exploitant. Donc, il va passer des accords avec les exploitants pour que le film passe... Maintenant, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'un exploitant va vous dire, bah oui, je prends le film, mais il le prend comment ? Quand les films étaient en 35 mm et étaient projetés en pellicule, un exploitant qui vous prenait un film, il vous prenait le film et il le mettait dans une salle et il ne le bougeait pas pendant une semaine. Vous voyez ce que c'est que de mettre une bobine de film sur un projecteur. Le numérique a complètement changé ça. C'est-à-dire qu'un exploitant peut vous dire « je prends ton film », mais s'il veut le passer que le vendredi à 18h, il le passe le vendredi à 18h. Il peut passer très simplement, c'est rien du tout de changer de film tous les 2 heures. Donc, c'est ce que font beaucoup de films de cinéma de répertoire. Et, donc, après, il y a toute cette négociation. Combien de temps tu le gardes ? Combien de séances par semaine ? Combien de séances la première semaine ? Combien de séances la deuxième semaine ? Donc, il y a un peu tout ce travail qui est à la fois un travail assez éprouvant parfois parce que le distributeur est vraiment en contact complètement avec le marché. Tous les lundis matins, entre 8h30 et 13h, se programment toutes les salles de France. Et là, le distributeur, il discute avec les programmateurs des grands circuits, comme des salles d'arrêt-essai, de province, tout ça, et il défend son film. Et c'est un principe très... Autant le cinéma, on va dire, tant qu'on est dans un cadre de production est relativement protégé, quand on est dans le cadre de l'exploitation, il n'y a plus qu'une seule loi, c'est le business. La protection n'existe quasiment plus. Votre film, il a fait des entrées, le cinéma le garde. Le film n'a pas fait assez d'entrées, le cinéma le vire. Et même si vous sentez que votre film est en train de prendre, qu'il faudrait qu'il ait encore un peu plus de durée, si jamais vous êtes avant-dernier et qu'il y a 4 films à rentrer dans le cinéma, vous sortez. Donc tous les lundis matins, il y a une espèce de combat
alors des fois c'est très heureux quand le film marche bien, et puis quand ça marche pas, je peux vous dire que c'est sanglant, entre le distributeur et les programmateurs des salles. Voilà. Donc ce distributeur, c'est lui qui, quelque part, c'est lui qui va défendre notre travail ensuite, qui va lui donner une identité, qui va le défendre et qui, je sais pas, qui donne tout le sens au travail qu'on a fait avant. Produire un film sur lequel on va travailler des années, si c'est pour le confier à un distributeur qui, en gros, ne va pas le comprendre, ne va pas faire les bons choix, etc., c'est complètement gâché, tout le travail qui a été fait avant. Donc, c'est une espèce de maillon essentiel. Toute la chaîne se tend grâce à lui. Et dans une certaine mesure, avec l'exploitant, vous voyez vraiment, et ça, c'est fou à voir, hein, comment, quand un exploitant travaille bien, comme les entrées montent. Voilà. Et vous voyez, quand vous savez que vous faites un film et puis que vous n'allez pas être programmé dans les cinémas Utopia, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que les cinémas Utopia, ils bossent très bien, ils ont un public fidèle, ils ont une exigence, une qualité. Les gens qui vont dans un cinéma Utopia savent qu'ils vont voir un bon film, ils sont défendus, ils sont éditorialisés, voilà. Et il y a pas mal de salles Utopia, enfin pas mal, pas tant que ça, hein, je dirais peut-être une quinzaine d'écrans. Et quand un film n'y est pas, c'est une perte importante parfois. Et inversement, quand un film y est, vous savez que vos entrées en province vont monter. Et donc, ce travail de l'exploitant, cette conviction qu'un exploitant peut avoir de faire aimer un film, change le succès, la carrière d'un film. Ça, c'est une chose essentielle. Et en ce moment... en ce moment, c'est un moment difficile parce que les exploitants d'arrêt-essai ont quand même beaucoup souffert du Covid, se prennent une baisse de 30 à 40% d'entrées. Et c'est un moment où on a absolument besoin d'eux et où eux sont un peu affaiblis quand même. Hein. Et vous avez une idée, ou ils ont une idée de la manière dont ils pourraient être soutenus, indépendamment des soutiens financiers? Moi, j'en ai une, mais qui est que je pense que beaucoup d'exploitants sont un peu démunis vous en avez parlé en introduction de l'émission, sur les questions un peu digitales, c'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant, des gens de moins de 40 ans et qui veulent aller au cinéma, tout passe par les réseaux sociaux, tout passe par les informations qu'on va avoir sur son téléphone, et que beaucoup d'exploitants sont un peu démunis par rapport à ça. Quand ils arrivent à animer une page Facebook, c'est déjà super. Et alors qu'au fond, maintenant, le digital permet vraiment de pouvoir animer une communauté près de son cinéma, de l'informer de plein de choses. Tout ça est assez simple, au fond. Mais ils n'ont pas accès à ça. Et souvent, ils ne connaissent pas. Ils ne savent même pas comment faire. Et le CNC a essayé d'avoir un peu des initiatives par rapport à ça, mais c'est encore un peu très fragile. Et moi, une des choses que je regrette un peu, ou que je vais pas dire que je la regrette, mais que j'appelle de mes voeux, c'est vraiment qu'il y ait une politique culturelle qui prenne vraiment en charge ces questions-là pour aider beaucoup plus les distributeurs et les exploitants à intégrer des outils digitaux qui sont les outils qui touchent un public plus jeune. C'est-à-dire que on regrette beaucoup que le public du cinéma d'auteur vieillisse de plus en plus en France, mais en même temps, il y a plein de jeunes qui peuvent aimer des films d'auteur. Mais encore faut-il que ces films d'auteur croisent leur sphère de communication. Et même si vous avez France Inter, même si vous avez des bonnes critiques dans le monde, même si vous avez une presse qui est globalement très bonne et tout ça, mais là-dedans, rien n'est dans leur ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils peuvent lire, mais des gens de 20 ou 25 ans qui lisent régulièrement Le Monde, qui écoutent France Inter, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas du tout majoritaire. Donc il y a d'autres moyens de les toucher. Il y a eu tellement d'époques où il n'y avait pas d'autres moyens de les toucher. Là, il y a d'autres moyens de les toucher. Mais ces moyens ne sont pas... la culture est un petit peu... je ne sais pas comment dire. Elle ne s'est pas emparée de ces questions importantes. Et comme elle ne s'en est pas emparée, les intelligences, les grands talents, les inventeurs du numérique ne viennent pas tellement dans la culture parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils vont dans d'autres secteurs marchands où tout d'un coup, c'est des priorités essentielles, des priorités industrielles. Il y a tellement de secteurs en France où le digital est devenu un enjeu majeur. Mais dans la culture, ça ne l'est pas. Donc,
Donc personne dans la culture n'a le souci d'aller même chercher les talents, de se dire c'est qui les jeunes super bons dans le digital avec qui on pourrait inventer des choses nouvelles pour ça. Il y a une chose, ça n'est pas attirant pour eux parce que ce secteur, pour l'instant, ne s'en soucie pas assez, à mon avis. Oui, c'est d'autant plus curieux d'ailleurs que cette espèce de mollesse du ministère de la Culture sur ces questions-là est d'autant plus curieuse qu'il y a un rapport sur les pratiques culturelles des Français signé entre autres par Lou Wolf qui montre à quel point c'est important et à quel point ce serait nécessaire. On viendra un peu plus tard à votre propre formation, votre propre relation avec le cinéma, mais elle est celle de quelqu'un qui a beaucoup vu de films, et aussi des films du patrimoine, pas seulement les films de votre époque, vous êtes né à la fin des années 60, et pas seulement les films qu'on pouvait voir à partir du moment où vous aviez l'âge d'aller au cinéma, seul ou accompagné. Cet accès au patrimoine, ou plutôt cette capacité à s'intéresser au patrimoine et au fond à ce qui est en noir et blanc, est-ce que vous avez l'impression que ça fait barrière ou qu'il faudrait trouver moyen d'intéresser aussi au noir et blanc? Je pense que ce dont vous parlez, c'est une question d'éducation artistique. C'est-à-dire qu'au fond, comment on fait pour lever des a priori, comment on fait pour que tout d'un coup, des spectateurs plus ou moins jeunes aient une émotion forte dans laquelle la question du noir et blanc devient complètement secondaire. C'est-à-dire que c'est souvent le noir et blanc, ça va être un a priori. On va se dire, ah ben non, je vais pas voir un film en noir et blanc. Mais il suffit d'avoir quelques grands chocs avec des films en noir et blanc et ce problème est levé. Encore faut-il que les conditions du choc soient réunies. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, on parlait du digital tout à l'heure, mais la question de l'éducation artistique est majeure. Emmener les gens au cinéma, le jeune public, c'est majeur pour deux raisons. Hein. C'est majeur pour, évidemment, former... de donner le goût du cinéma à des jeunes spectateurs. Et on sait, quand je dis jeunes spectateurs, je pense notamment aux écoles primaires, parce qu'on sait que c'est à l'école primaire que ça a le plus d'impact, mais évidemment ensuite dans le secondaire. Mais c'est aussi majeur pour les exploitants, parce que les exploitants, les séances scolaires les aident énormément. C'est beaucoup d'entrées. Donc si vous voulez, c'est un truc, par exemple, on se dit, c'est pas si compliqué, quoi. On monte des films à des spectateurs qu'on va former, qui potentiellement seront les spectateurs de films d'auteur de demain, et en même temps, on aide énormément l'exploitation. On aurait envie que quelque chose comme ça ait vraiment que ce soit un projet fort, quoi, que tout d'un coup, le cinéma, que toutes les semaines, c'est peut-être un peu une utopie, mais au moins tous les mois, que tous les élèves aient la chance de rencontrer un film, de voir un film au cinéma, ce qui est pour plein de gens n'existe plus, ils ne voient plus des films au cinéma. Et ça, c'est vrai que alors attention, il y a des initiatives, il y a École au cinéma, il y a des choses qui existent, mais moi, j'aimerais que c'est encore plus d'ampleur, que ce soit une priorité, vraiment. Ça l'est pas vraiment. C'est-à-dire que c'est quand même toujours un peu des négociations. Et puis, il y a une question... on en a parlé tout à l'heure avant que l'émission commence, mais c'était un sujet intéressant. Vous parliez du pass culture et du fait que donner... pass culture, qui est quand même une initiative très heureuse, donner la possibilité à quelqu'un de voir un spectacle ou un film sans se poser la question de comment il se rend dans la salle de spectacle, c'est une chose. Les séances scolaires, aujourd'hui, sont confrontées au problème du coût. Quand tout d'un coup, vous devez faire 15 km pour emmener des élèves voir un film, et ça coûte plus cher que ça coûtait il y a 2 ans. Et donc, ça, c'est un problème. Et ce problème, pour l'instant, n'est pas résolu. Et il y a des exploitants, moi, qui me disaient, on supprime des séances scolaires parce que les écoles n'ont plus les moyens de payer les transports. Et sur la projection dans les lycées et les collèges d'un film par semaine, ça n'est pas tant une utopie. Enfin, j'ai connu ça toute ma vie de pensionnaire, où il y avait une fois par semaine un film, et c'était un film qui méritait d'être projeté. C'était pas simplement un film pour distraire les pensionnaires. On n'a pas du tout parlé de votre propre parcours à l'intérieur du monde du cinéma, et d'abord de votre parcours de spectateur. C'est vous, je crois, qui dites
de vous-même que vous êtes un spectateur obsessionnel, où je vous ce que je dis, c'est qu'un producteur est un spectateur obsessionnel. Bon, alors, est-ce que vous comprenez dans cette catégorie de spectateurs obsessionnels? Oui, complètement, oui, complètement. Encore maintenant, tout à fait, oui. Alors, allez-y, décrivez-nous ce que c'est que la traduction de l'obsession d'un producteur des origines à nos jours. C'est-à-dire depuis le moment où, à Évian-les-Bains, vous allez bénéficier, vous l'avez raconté à plusieurs reprises, de la pédagogie formidable d'un amateur de cinéma qui vous fait pas seulement voir des films, mais qui vous incite à les comprendre et à les analyser jusque aujourd'hui. Si vous voulez, c'est vraiment une adolescence complètement habité par le cinéma. C'était vraiment... je pensais qu'au cinéma. Je pensais qu'à ça. Pas du tout aux études, pas du tout... Donc, ma vie était rythmée par les séances dans les cinémas d'Évian et de Thonon, 14h15, 17h15, le mercredi, le samedi, le dimanche. Et j'allais voir ce qu'il y avait, c'est-à-dire en général... Bon, des fois, il y avait des bons films, mais il y avait aussi plein de trucs pas intéressants. À cette époque-là, dans des villes comme ça, quand même, c'était vraiment les gros films commerciaux qui arrivaient. Je voyais un petit peu des films au ciné-club, à la télévision. Voilà, puis en effet, il y a un grand historien du cinéma qui s'appelle Henri Agel, qui a fait un stage à Évian, et je me suis fait embaucher comme barman quand j'avais une quinzaine d'années, et là, un monde s'est ouvert. C'est-à-dire que là, on voyait 4 films par jour, que des classiques. Non seulement on les voyait, mais on en discutait. Et moi, je pouvais quand même assister aux projections, tout ça, puisque je servais les cafés une fois que les projections étaient finies. Donc, et là, c'est sûr que j'ai découvert, je me souviens d'un cycle qui était entièrement consacré au romanesque au cinéma. Donc là, il y avait que des chefs-d'œuvre. Un autre, c'était le burlesque au cinéma. Pareil, que des films que j'avais jamais vus. Une semaine entière consacrée à Buñuel. Une autre sur le réalisme poétique. Enfin, j'ai vu énormément de grands films à ce moment-là, et surtout avec quelqu'un qui savait les faire aimer, qui était quelqu'un qui avait une particularité, donc qui était vraiment la génération de Bazin, mais dans cette mouvance qui n'était pas celle de Bazin, qui était le ciné-club encadré dans une, on va dire, une pensée chrétienne. Parce que un tiers de nos auditeurs a moins de 35 ans, donc il faut expliquer que André Bazin était le critique, l'un des critiques, mais quand même en tête de liste de cinéma de la génération de la Nouvelle Vague et des cahiers du cinéma. Voilà, et donc il y avait cette école de pensée d'André Bazin, et il y en avait un peu une autre qui était beaucoup plus liée à la religion catholique, et dans laquelle était très actif Henri Agel, et c'était le premier qui avait réussi à intégrer l'enseignement du cinéma dans les lycées. Voilà. Donc et il a formé ensuite beaucoup de critiques comme Serge Danet ou d'autres qui ont grandi un petit peu dans cette éducation qu'il a fait à l'image dans le secondaire. Et voilà. Et donc à ce moment-là, c'est sûr que quelque chose. Je me souviens d'avoir découvert L'Aurore de Murnau dans ces conditions-là. Le choc a été tellement immense, quoi. Ça a été voilà. Donc à ce moment-là, mon rapport au cinéma a changé un peu parce que la question esthétique du cinéma est devenue très importante. Voilà, mais après, cette cinéphilie, elle s'est faite au fur et à mesure, et elle se fait encore maintenant parce que j'ai travaillé très tôt. Donc j'étais un très mauvais élève, je suis parti avant le bac, j'ai travaillé très tôt en Haute-Savoie, et puis après je suis venu à Paris, et là j'ai trouvé un stage, et puis j'ai travaillé comme stagiaire longtemps, pendant plusieurs années, et donc le temps de la cinéphilie n'était pas facile à trouver. Le côté passer sa jeunesse à la cinémathèque, c'était pas du tout mon truc, quoi. J'aurais bien aimé, mais je passe plus de temps maintenant. Mais voilà, donc cette cinéphilie, elle s'est fait un peu au fur et à mesure, mais c'est vrai que quand je dis spectateur obsessionnel, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, vous voyez des films, et puis un jour, et chez moi assez jeune, l'idée de voir un film qui n'existe pas, et que vous allez faire exister, commence à germer, et aussi inconsciente, et je sais pas, irréelle qu'elle puisse paraître, s'ancre assez solidement. Et moi, à 20 ans, j'ai commencé à avoir des idées, je me dis, tiens, et pourquoi j'irais pas proposer un tel Voilà, un tel pourrait faire un film, peut-être le film serait bien, je vais lui proposer. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon premier film de Tilly. J'avais vu une pièce de théâtre,
Et je m'étais dit, c'est vachement bien ce qu'il fait ce mec, pourquoi il fait pas de cinéma? Donc je lui avais écrit une lettre, je lui avais dit, vous auriez pas envie d'écrire un scénario et de le réaliser? Et il m'avait répondu, il m'avait dit, on m'a souvent proposé d'écrire un scénario, mais vous êtes le premier à me proposer de le réaliser. Donc, ok, je veux bien m'y mettre. Moi, à ce moment-là, j'étais stagiaire, j'étais bien en peine de le payer, tout ça, mais il y a eu un petit pacte de confiance comme ça. Et à ce moment-là, je me disais, si quelque chose doit m'arrêter dans cette envie de faire exister des films, cette chose m'arrêtera. Mais il ne faut pas que cette chose vienne de moi. Voilà. C'était une chose qui était très claire dans ma tête. Et souvent, quand je peux intervenir dans des écoles de cinéma, ou, je dis toujours aux étudiants, je leur dis surtout, n'écoutez pas les raisons de ne pas faire les choses. Et quand on se lance dans un projet aussi particulier que de vouloir travailler dans la création, les raisons de ne pas faire les choses, elles sont très nombreuses. Évidemment, la voix des parents, la voix de certains amis, et puis une espèce de sens du réel, de se dire non, quoi. Pourquoi moi, tout d'un coup, comment je vais faire pour arriver à ça? Et puis très vite, on trouve les raisons de ne pas faire les choses. Voilà. Et donc moi, je dis toujours ça, je dis surtout n'écoutez pas les raisons de ne pas faire les choses. Et j'avais vraiment cette conscience-là très jeune. Je me disais, peut-être tu n'y arriveras pas parce que tu ne trouveras pas l'argent, parce que tu ne seras pas crédit, etc. Mais ça ne doit pas venir de toi. Ça doit venir d'éléments extérieurs. Voilà. Et puis bon, évidemment, des éléments extérieurs, des difficultés, il y en a eu beaucoup. Mais j'ai quand même toujours eu l'endurance, l'envie, c'est-à-dire une conviction profonde que c'était ma vie, quoi. Et que c'est pas et que c'était pas les difficultés, et que c'était pas un dépôt de bilan que j'ai fait 3 ans après avoir créé ma société, et que c'était pas les échecs, et que c'était pas des fois la peur de pas y arriver qui allait m'arrêter. Voilà. Donc c'est là que s'est forgé un peu cette chose très particulière qui est, parce que si vous voulez, à 20 ans, j'avais déjà des idées de producteur, je raisonnais comme un producteur. Jamais je me serais dit que je voulais être producteur. C'est complètement dingue. Hein. Comment j'allais faire ce métier qui était illustré par ces grands producteurs que j'avais vus adolescents. Donc c'était assez curieux. J'avais et puis un jour je me suis dit oui, mais en fait ce que tu veux faire c'est de la production. Et quand j'étais stagiaire, j'ai été longtemps chauffeur d'un producteur qui s'appelait Maurice Bernard, et j'ai vécu un moment assez extraordinaire, sûrement le moment le plus heureux de sa carrière, qui a duré quelques mois, où il produisait en même temps I Love You de Marco Ferreri et Thérèse d'Alain Cavalier. Et ça, c'était unique. Je le conduisais, j'étais avec lui tout le temps, et on passait du studio d'Épinay-sur-Seine où Marco Ferreri tournait le matin, on y était le matin, et l'après-midi, on allait à Boulogne où Alain Cavalier tournait Thérèse. Et ça, c'était dingue, de voir de tels metteurs en scène avec des méthodes si différentes. Puis je pouvais assister aux projections de Rush, et puis de temps en temps, quand je raccompagnais Maurice Bernard, il rentrait avec un metteur en scène, des fois c'était Marco Ferreri, des fois c'était Cavalier, donc je les entendais parler dans la voiture, tout ça. Donc ça, c'était quand même... ça, c'était fou, quoi. Et puis, je vous dis, les Rush, quoi. Aller sur le plateau de Thérèse, qui était un plateau tellement particulier, il n'y avait que 10 personnes, le plateau était interdit. Même l'attaché de presse ne pouvait pas rentrer sur le plateau. Et moi, je pouvais rentrer. Les gens travaillaient avec soit en chaussettes, soit en ballerines. Surtout pas de bruit de chaussures, pas de... Et il y avait un chef opérateur, un immense chef opérateur, Philippe Rousselot, qui était tout seul avec un électricien. Il faisait ses lumières, je le voyais travailler, mettre les projecteurs, les tulles, tout ça, etc. Le soir, ranger lui-même les projecteurs dans ses valises. Et Alain Cavalier, entre les plans, allait derrière un paravent. Il y avait des oranges. Il mangeait des oranges. L'odeur de l'orange était omniprésente dans ce plateau. Et puis, j'ai vu comme ça les 3 premiers jours de tournage. Et puis, 4e jour, je suis allé au Rush. Alors là, ce que j'ai vu, ça m'a tellement marqué. C'était tellement beau. Je revenais pas. Je me disais, mais ce petit gars-là, ce chef opérateur, tout seul avec son électro, il arrive à faire des choses si belles. Donc ça, si vous voulez, ça vous éveille, quoi. C'est quand même... Donc c'est sûr que c'est quelques mois que j'ai passé dans l'intimité d'un producteur. Et vraiment l'intimité. Hein. J'arrivais le matin chez lui, il dormait encore, et je le ramenais le soir, souvent très tard. J'ai tout vu un peu de cette vie. Et ça me plaisait. Stagiaire, ça a été votre école de cinéma? Ouais, ça m'a plu beaucoup. Ouais. J'ai fait ça pendant longtemps. La première fois que j'étais stagiaire sur une série télé qui n'était pas une série télé. La série présentait aucun intérêt artistiquement, mais elle présentait un intérêt pour le jeune passionné de cinéma que j'étais. C'est que c'était une série qui était faite autour de Michel Morgan. Et donc, on avait entouré Michel Morgan d'une pléiade de stars.
Donc, il y avait Jeanne Moreau, il y avait Michael Lonsdale, il y avait Daniel Gélin, il y avait Heinz Bennett, il y avait Marie-France Pizier, il y avait Paulette Dubost. C'était vraiment... Et donc, moi, j'avais 19 ans, je débarquais sur le plateau. Et comme j'étais stagiaire, j'en conduisais pas mal. Hein. Et donc, et notamment Jeanne Moreau. Et dans mon boulot, pendant un mois, ça a été de la conduire tous les matins sur le plateau, de rester près d'elle. Et à un moment donné, j'ai compris ça. Je me suis dit, tiens, t'es le stagiaire, mais même le metteur en scène, il n'a pas un lien aussi intime que tu as avec ces artistes. Parce que je passais du temps avec eux, je discutais, c'était assez amical au fond. Au bout d'un moment, la série a duré, 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est pas mal cette place quand même. Hein. C'est pas mal cette place de chauffeur. Bon, par ailleurs, j'étais un très mauvais chauffeur, je connaissais pas Paris, c'était la catastrophe. Mais j'en profitais. Je savais que c'était une chance un peu... et j'ai des souvenirs quand même d'échanges, de moments avec certains de ces artistes uniques quand même, et qui étaient liés à ce cadre bien particulier, la voiture. Être deux dans une voiture et quand avec Jeanne Moreau, on faisait 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir pendant un mois, au bout d'un moment, on se dit des choses, hein. Enfin des choses personnelles, intéressantes. Que ce soit la période où vous étiez adolescent à Évian, ou que ce soit le moment où vous étiez stagiaire à Paris, ou l'évolution ensuite de votre activité à l'intérieur du cinéma, est-ce que ce qui vous séduisait, motivait, captivait le plus, c'était d'être dans un monde à l'abri du monde, enfin dans un monde créé par ceux qui en sont les habitants? Oh, je me suis pas dit les choses comme ça. Hein. Non. Non, d'autant plus que le cinéma est quand même très en prise avec le monde. Et moi, c'est ça qui m'intéresse souvent dans des films que je produis, c'est comment faire résonner le monde et certains sujets du monde, des sujets politiques, des sujets sociaux. Donc, non, je peux pas dire que je n'ai pas cherché, je cherche toujours pas à être à l'abri de quelque chose, non. Oui, je ne pensais pas que vous cherchiez à être à l'abri, je pensais que vous cherchiez à être dans un monde dont on peut créer les règles. Mais peu importe, c'est peut-être une question trop psychologique. C'est pas tant les règles que le cadre. Oui. Je ferai un petit distinguo. D'accord. C'est que quand vous produisez, produire, c'est donner un cadre à des gens qui ensuite vont faire une œuvre. Et donc, voilà, mais non, la question du rapport au monde, c'est même une question très prégnante, je trouve, dans mon travail, de comment, souvent, on voit des films et on se dit... et même moi, dans des films que je produis, je me dis, mais ces films ne parlent pas assez du monde tel qu'il change, tel qu'il est, tel qu'au fond, peut-être des fois, les gens, le public aimerait qu'on leur parle de leur époque. Mais c'est pas facile parce que c'est pour ça que je fais du documentaire un peu parfois, c'est que rares sont aussi les réalisateurs qui ont vraiment cette capacité aussi à comprendre le monde sur des sujets politiques, sur des sujets économiques, sur des sujets sociaux, voilà. Mais quand j'en identifie, et il y a un réalisateur, un documentariste, Jean-Stéphane Bron, avec qui j'ai fait plusieurs documentaires, et alors ça me passionne, quoi, de voir l'intuition qu'il a, quoi, de l'organisation du monde. Qu'est-ce qui change? Où sont les enjeux? De quoi il faut parler? Dans les films de fiction que vous avez produits, quels sont ceux qui vous paraissent le plus être en prise justement avec le monde tel que nous le vivons? J'ai du mal à répondre à cette question. Déjà parce que j'ai produit beaucoup de films. Oui, ça. Donc, non, mais par exemple, je pense que quand on a fait Les Apprentis avec Pierre Saladori, quelque part, ce film a résonné à son époque. Quand je parlais de ça pour le film de Rochant, Les Apprentis, ça a été ce cas-là aussi. C'est un film qui, à un moment donné, a parlé d'une espèce de vie un peu précaire, un peu poétique, un peu une amitié. Et ça, je ne sais pas si ça disait quelque chose du monde, mais ça disait quelque chose de l'époque. Oui, ça, je crois qu'en effet, ça disait quelque chose de l'époque et sur cette précarité dont vous parlez et sur ces amours ratés, ces amitiés réussies. Voilà. Il y avait beaucoup de choses. Là, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, mais qui compte pour vous, c'est François Truffaut. Ouais. Ah bah oui, c'est un nom qui a été... ça a été le point de départ de tout, ouais. Ouais, c'était vraiment... quand j'ai vu le dernier métro, voilà. Septembre 1980, ma vie a basculé. Je me suis dit,
Vous avez quoi, 14 ans? J'ai 14 ans, ouais. Et là, et je me dis, c'est lui, quoi. Ta vie, ce sera de travailler avec ce mec. Ce sera de travailler pour lui. Et c'est très clair dans mon esprit. C'est tellement clair que l'année d'après, à 15 ans, j'obtiens de mes parents cette chose assez... encore maintenant, je me demande comment j'y suis arrivé. L'autorisation de passer une semaine tout seul à Paris, à 15 ans. C'était pas évident, hein. En auberge de jeunesse, je connaissais personne et tout. Et dans le but de venir à Paris pour rencontrer Truffaut. Et un jour, je suis allé dans ses bureaux, les Films du Carrosse, rue Robert Estienne, dans le 8e, et c'était au mois d'août, il n'était pas là, mais sa secrétaire a compris. Voilà, j'avais trouvé un prétexte, je demandais des affiches, mais elle avait bien compris que c'était pas les affiches qui m'intéressaient tellement. Et je me souviens, elle m'avait fait visiter tous les bureaux, et y compris le bureau de Truffaut. Elle m'avait fait rentrer, elle m'avait fait regarder, tout ça, etc. J'avais été vraiment tellement marqué, quoi. Et puis voilà, j'avais cette idée, quoi. Moi, ce que je voulais faire, ce dont je parlais, ce que j'ai fait avec ce producteur, ou ce que j'ai fait ensuite avec un autre réalisateur, qui était une espèce de poste de chauffeur, stagiaire, c'est pour lui que je voulais le faire. C'est ça qui me... Et puis voilà, j'étais en Haute-Savoie, puis un jour il est mort. Et quand il est mort, j'étais exactement dans la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que j'animais une émission de radio consacrée au cinéma, dans une radio libre de l'époque, à Annemasse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais t'as perdu complètement ton temps, quoi. Tu voulais bosser avec lui, et voilà, il est mort, et qu'est-ce que tu vas faire? Et là, j'ai tout arrêté. J'avais un travail, j'avais un studio, tout ça. J'ai tout arrêté en 3 semaines. Et je suis venu à Paris. Dans cette idée de me dire, t'as perdu ton temps. J'avais 18 ans. J'avais pas tellement perdu mon temps, mais quand même, il y avait un peu cette... Et donc... Et je suis arrivé à Paris, et puis à partir de là... je ne vais pas développer maintenant, mais Truffaut a été très présent sur beaucoup de rencontres, c'est-à-dire que l'espèce de voix qui m'avait indiqué à 14 ans, cette voix ne m'a jamais trahi. Ça a toujours été la bonne. Ça a toujours été... Et c'est ça qui est étonnant chez Truffaut. Alors bon, ce qui a été pour moi un grand dépit amoureux, c'est quand il est mort et que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui avaient vécu ça avec Truffaut. Alors là, j'en revenais pas. Je me disais, mais moi, je pensais que c'était mon histoire. Je pensais qu'il y avait que moi qui avait eu un rapport si fort à cet homme. Mais pas du tout. Et les bouquins qui apparaissaient, et tous les témoignages, et les articles, et tous les gens qui disaient, ah là là, qu'est-ce que Truffaut a conté dans mon adolescence. Alors là, ça m'a mis un coup, quoi. Je me suis dit, alors c'est quand même bizarre. Tu étais si peu original, en fait. Il y a tellement de gens qui vivaient ça comme toi. Et alors après, donc vraiment, Truffaut, c'est un sujet de réflexion sans fin. Il y a des cinéastes dont on peut... et il y en a plein qui sont des plus grands cinéastes que Truffaut, et dont les films sont des films plus majeurs que ce Truffaut. Mais Truffaut a cette capacité très particulière, c'est il fait aimer. Il fait aimer le cinéma, il fait aimer ce qu'il aime. Et ça, c'est une chose, si vous pensez à des très grands cinéastes, voilà, parlons de Godard, parlons de Piala, quel que soit l'amour qu'ils ont eu pour le cinéma, ils n'ont pas toujours eu cette capacité d'avoir en eux une telle volonté de le faire partager, une telle volonté de faire aimer ce qu'ils aiment, une telle volonté de dire pourquoi une œuvre a tellement compté, pourquoi un artiste a tellement compté. Et Truffaut avait ça. Et quand vous êtes adolescent et que vous êtes dans un moment je sais pas comment dire, d'éveil au monde et à la création et à l'art et au cinéma, mais pas que, et à la littérature, et que vous tombez sur Truffaut, il vous aide. C'est vraiment, il a le rôle d'un ami. Et pour moi, il avait le rôle d'un ami. Je lisais ses critiques, il me conduisait, il conduisait ma pensée un peu. Il y avait quelque chose comme ça. Et Truffaut a cette fonction, qui est une fonction qui n'est pas obligatoirement celle d'un génie absolu du cinéma, même si, par ailleurs, ce qui est fou, c'est à quel point son œuvre est une œuvre matricielle, c'est-à-dire à quel point, combien de fois, quand on parle avec un cinéaste d'un scénario, on revient au film de Truffaut, et on se dit, quelle solution Truffaut a trouvé à ces problèmes-là? Et souvent, les solutions que Truffaut a trouvées sont les bonnes, c'est-à-dire qu'il y a un côté, je ne sais pas comment dire, le mot est un peu mineur, mais il y a un côté pratique chez Truffaut. Il y a un truc, il vous apporte des solutions. Voilà, maintenant, comme si il était là, il vous disait, mais non, regarde ton problème là, il faut le faire comme ça. Regarde, moi, dans le film, je me suis pris comme ça et ça marche. Et oui, c'est vrai. Et donc, il y a un peu cette chose qui est très étonnante, c'est que
c'est un artiste tellement accessible. C'est tellement... et c'est pas si fréquent. C'est-à-dire que souvent, il y a des artistes majeurs, mais qui vous dominent. Truffaut, jamais il vous domine. Truffaut, il est toujours à côté de vous, dans ses films, dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il dit, dans ses interviews. Il est là et il vous fait aimer, il vous comprend. Il y a un peu... Et cette chose, je l'ai toujours regardée comme une... je sais pas, pour moi, c'est exemplaire, quoi. C'est un mode de pensée auquel je me réfère tout le temps, quoi. J'aime profondément cet homme, profondément. Vraiment, et la passion que j'ai eue pour lui, alors évidemment, il y a eu des moments où quand je me suis rendu compte que tout le monde adorait Truffaut, bon, alors, je me suis dit, c'est bon, allez, moi je m'éloigne un peu, tout ça, etc. Je vais les laisser entre eux. Et puis en fait, non, j'y reviens tout le temps, quoi. Je reviens et à chaque fois, et je peux encore revoir Le Dernier Métro pour la 12e fois et je comprends pourquoi ce film m'a autant marqué. Mais voilà, et comme la plupart des films de Truffaut, pas tous, hein. Il y en a deux, trois que je trouve vraiment beaucoup moins intéressants. Mais même quand, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai revu L'amour en fuite. Je me suis dit, c'est la fin des aventures de Douanel. Je me dis, ça, c'est quand même pas, c'est pas Jojo, quoi. Voilà. Mais juste après, il fait Le Dernier Métro. C'est-à-dire que même d'un point de vue de penser la création, des fois, on peut voir un film mineur d'un cinéaste, mais le coup d'après, il peut être aussi haut que ça, quoi. Donc ça vous oblige à penser la psyché des artistes autrement, à pas juger trop vite, à être toujours attentif, à vous dire, tiens, là, peut-être, il y a une petite baisse de régime, mais voyons après. Et moi, dans mon travail de producteur, c'est ça, je fréquente les artistes, je suis au plus près des artistes. C'est eux mon ressort. Toute ma vitalité, mon énergie vient d'eux. Et ça, c'est intéressant de se dire, tiens, comment l'inspiration va, s'en va, peut revenir, d'identifier ça, d'accompagner, de guider. À défaut d'avoir rencontré Truffaut, est-ce que vous avez rencontré ses producteurs ou des collaborateurs ? Bah non, parce que Truffaut avait cette particularité qui se produisait lui-même. Hein. Ouais. Il a inventé cette liberté que peu d'autres ont inventé comme lui. En tout cas, ça a été un des premiers à se donner vraiment les moyens de son indépendance. Après, il y a bien sûr d'autres réalisateurs qui sont devenus producteurs. Il y a même un syndicat qui regroupe l'ARP, les réalisateurs producteurs. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Quand il crée les films du Carrosse. Et quand il crée les films du Carrosse, il crée les films du Carrosse pour lui, mais pas seulement. Il aide Cocteau à faire Le Testament d'Orphée, il aidera Piala à faire L'Enfance nue, il soutient d'autres réalisateurs comme producteurs. Donc, non, il a une espèce de producteur exécutif, Marcel Berber, qui s'occupe de la fabrication des films, tout ça, mais il a créé son... Et ça, c'est aussi une chose intéressante. Souvent, les cinéastes... Les bons cinéastes, ils trouvent leur modalité de production. Ils savent comment... Vous voyez Woody Allen. Woody Allen, la plupart des films de Woody Allen sont sur le même budget, quasiment le même temps de tournage, le même principe. Enfin, et il y a beaucoup de cinéastes qui sont comme ça, qui à un moment donné, et ça c'est toujours intéressant quand on produit, c'est de voir le moment où le cinéaste trouve sa modalité de production. Et moi c'est toujours un moment, ça m'excite beaucoup. Quand, par exemple, je travaille avec Christophe Honoré, Christophe a vraiment c'est à la fois un garçon très peu matérialiste. Jamais on va parler d'argent, jamais. Je sais pas comment dire, l'argent n'est pas du tout une chose qui compte dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a un sens de la fabrication, des moyens qui doivent être mis, à quel endroit, de l'organisation, de l'équipe, de tout ça, etc. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Quand tout d'un coup, je me dis, pour moi, c'est un signe d'une certaine dimension de l'artiste, de savoir aussi de quoi, assez précisément, il a besoin pour créer. Alors, vous avez mentionné Christophe Honoré, dont vous avez produit plusieurs films, comme vous l'avez fait pour Emmanuel Mouret, comme vous l'avez fait pour Beyond and Love, comme vous l'avez fait pour Pierre Salvadori, dont on a parlé, comme vous l'avez fait pour Jean-Paul Siverac, qui est un peu à part, si je puis dire, dans le type de recherche, et puis aussi, mais pour un documentariste, mais dont on parlera plus tard, qui est Philippe Béziat, qui est votre documentariste, qui est le documentariste que vous produisez et qui s'intéresse particulièrement à la musique. C'est à peu près des gens de votre âge, en fait. Un peu plus jeunes dans certains cas, mais... Mia est plus jeune quand même, elle a une quinzaine d'années de moins. Plus ou moins, où il y a des gens de mon âge, comme Pierre, et Christophe qui a quelques années de moins. Mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi de produire de jeunes metteurs en scène et de continuer à faire des premiers films. Hein. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans cette génération qui vous paraît être un trait commun, un point commun Ouais, c'est pas facile à dire.
Parce qu'entre Christophe, Pierre, Mia Hansen-Løve, tout ça, c'est des univers très différents. Non, sur les films, c'est quand même c'est des mondes très différents. Après, Et sur la façon d'envisager le cinéma? c'est difficile. Non, ce que je peux dire, c'est plus dans le rapport, dans le rapport du travail avec eux, parce que produire un film, c'est produire un cinéaste, mais c'est produire un cinéaste avec lequel on s'entend. Et ça, c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que produire un film, des fois, c'est tellement difficile. Il peut y avoir tellement de difficultés objectives, mais aussi, de financement, de temps de tournage, je voudrais ça, non, je peux pas te le donner, non. Et puis aussi de difficultés qui peuvent être des difficultés esthétiques sur le montage, à un moment donné, de pas être d'accord sur le montage. Donc, si vous voulez, les possibilités de conflits, de complications sont nombreuses. Donc, il faut travailler avec des gens avec lesquels on s'entend pour trouver, quand on est confronté à ça, les solutions à deux, de surmonter les problèmes et d'avancer et de faire le meilleur film possible. Donc oui, je peux faire des points communs entre ces différentes personnalités sur leur... pourquoi j'arrive à m'entendre avec chacune des personnalités. Plus difficile de les réunir sous une idée un petit peu plus générale du cinéma. Mais après, il y a une chose quand même... il y a quand même une chose qui est de l'ordre d'une forme d'intimité. C'est-à-dire qu'au fond, les films de Pierre Salary sont très intimes, beaucoup plus que l'impression qu'ils peuvent donner. Pierre, il a fait des films qui ont été des grands succès, des comédies, tout ça. Donc, on ne soupçonne pas que certains de ces films sont des films aussi personnels que chez des réalisateurs comme Arnaud Desplechin ou des auteurs tout à fait dont on sait. Voilà, il y a certains films de Christophe, donc Christophe va dire voilà, c'est des films autobiographiques. Ou Mia, chez Pierre, c'est aussi le cas. Mais Pierre, c'est comme si jamais il cachait ça avec la comédie. C'est comme si jamais il se servait de la comédie pour créer une distance entre vraiment parfois même sa biographie, des choses de sa vie, et que moi je reconnais complètement. Voilà, donc il y a quand même un peu ce point-là, c'est-à-dire que c'est quand même... peut-être que les cinéastes qu'on produit, et je dis on parce qu'on est deux à produire, quelques années après avoir créé Péléas, un producteur m'a rejoint, David Thion, et on produit les films à Péléas ensemble. Il y a sûrement quand même... C'est quand même un cinéma souvent qui a à voir avec une forme d'intimité de l'artiste. Ou des personnages, plus qu'avec des choses qui seraient plus spectaculaires, plus... Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Sans doute, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir si cette question est plus ou moins pertinente et quelle en est plus ou moins la réponse. Combien de films depuis la création de Péléas? Une centaine. Hein. Et combien de documentaires? Une dizaine. Presque tous sur la musique? Non. Pas tout à fait. Non. Quelques-uns sur la musique, mais d'autres sur d'autres sujets, ouais. Alors, sur la musique, un nom dans votre catalogue, Philippe Béziat, qui est arrivé à vous ou vous à lui, par quel chemin? Précédemment, j'ai parlé un peu du moment où j'avais rencontré Tilly, à qui j'avais proposé d'écrire un scénario, et à ce moment-là, il y a une société qui faisait du cinéma institutionnel, des films institutionnels, qui m'a hébergé pendant le développement de ce projet, et j'ai rencontré dans cette société Philippe Béziat, qui sortait d'une école de commerce et qui aimait beaucoup le cinéma, mais qui à ce moment-là n'était pas du tout cinéaste. Voilà, et qui aimait beaucoup la musique, et on a été très liés. Il y a eu un chemin. On a partagé vraiment un chemin ensemble de découverte sur beaucoup de sujets, notamment musicaux. Hein. Alors, de sa manière de filmer, on peut dire qu'il a un sens du rythme qui est tout à fait remarquable, et aussi une construction, parce que ce sont pas des... Par exemple, il y a un film sur les âmes galantes, il y a un film sur les noces de Stravinsky, il y a un film sur l'opéra, la maison de l'opéra, de Palais Garnier, enfin pas seulement le Palais Garnier d'ailleurs, et il y a un film, je parle de ceux que j'ai vus, et il y a un film sur la Traviata, qui est en fait un film sur le travail de la musique. C'est comme ça qu'il faut le dire, c'est pas seulement ça, c'est aussi des films musicaux. En tout cas, c'est sur les musiciens au travail. Hein. Ouais. Voilà, voilà, et puis ensuite, c'est aussi comment le cinéma peut
peut être un moyen d'accéder à la musique et à l'opéra notamment. Ça a été le moyen par lequel vous avez accédé à la musique ou non? Alors en fait, je crois, mais je m'en suis rendu compte assez récemment. En fait, donc, j'aime beaucoup la musique et je me suis toujours demandé un peu d'où venait ce goût pour la musique et à quel moment la rencontre s'était faite. Et parce que mes parents n'étaient pas du tout, j'ai pas du tout grandi on n'écoutait pas de musique. Festival d'Évian, c'est pas. Ah, non. Enfin, j'y suis allé. Une fois, mon père m'y emmené quand j'avais 13 ans, mais c'était tout à fait. Après, j'y suis allé souvent, mais c'était tout à fait occasionnel. Et je pense que le Don Giovanni de Losey mais je me souviens pas de l'avoir vu, mais j'ai vu des extraits. Il y a eu et puis le personnage de Toscan du Plantier était un personnage qui était quand même très. Et donc, je pense que il y a une rencontre qui s'est faite certainement là, mais c'est assez vague dans mon souvenir. Mais je vois pas très bien comment. J'étais jamais allé à l'opéra de ma vie, j'en avais jamais vu à la télévision. Donc je pense que c'est peut-être j'ai dû voir un documentaire sur ce Don Giovanni. Enfin, mais je me souviens que d'avoir des airs de Don Giovanni en tête quand j'étais adolescent, c'était une chose. Donc je vois pas d'où ça pouvait venir si ce n'est de là. Voilà. Puis après, je suis allé à l'opéra et puis là, la rencontre s'est faite, quoi. Vraiment plus. Mais on a, je crois, un peu compris comment vous avez fait votre éducation de cinéphile ou de spectateur de cinéma, je ne sais pas comment vous aimez dire, mais l'éducation musicale, enfin, l'accès à la musique, ça demande aussi des intermédiaires, ou bien... Oui, c'est vrai, mais je les ai pas tellement eus. Je sais pas, quand je disais à propos du cinéma que je suis un spectateur obsessionnel, c'est un peu pareil pour la musique, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai commencé à aimer la musique et j'y suis allé beaucoup. Je suis beaucoup allé à l'opéra, beaucoup au concert, beaucoup. Et puis voilà, puis après vous discutez, notamment je discutais beaucoup avec Philippe Hézia et on était assez jeunes, hein, on avait une vingtaine d'années. Vous voyez comme ces moments où vous partagez une affinité avec quelqu'un et voilà, et j'ai découvert un peu l'opéra qui est une chose qui m'a tellement fasciné, tellement impressionné. Je trouvais ça tellement, et encore maintenant, quoi, une forme d'expression tellement incroyable, tellement spectaculaire, tellement impossible à atteindre, et que pourtant on atteint parfois, assez rarement, mais et puis donc il y avait quand même cette question du film opéra qui était une question qui m'intéressait beaucoup, hein, puisque si j'ai pas vu Don Giovanni, je me souviens par contre très bien avoir vu les autres que produisait Toscan et avec Philippe, au début, on a commencé à penser à un film opéra, mais bon, très vite, on se retrouvait confronté aux problèmes du film opéra, qui sont, il faut monter une production d'opéra pour faire un film, voilà. Et puis à un moment donné, on a su que Olivier Py allait mettre en scène Péléas et Mélisande à Moscou, que dirigeait un chef d'orchestre qu'on connaissait bien, Mark Minkowski, et j'ai dit à Philippe, tiens, t'as pas envie d'aller là-bas Voilà, j'ai eu l'idée, quelqu'un m'a soufflé l'idée, d'ailleurs c'est une personne qui m'a dit mais vous devriez faire un truc. Je me dis mais oui, bien sûr. Et donc il est allé les 10 derniers jours de répétition. Et donc c'était Péléas, qui est une œuvre que j'aime particulièrement, puisque j'ai donné à ma société le nom de Péléas. Mais c'était la première fois que Péléas était créé à Moscou. C'était un orchestre qui n'avait jamais joué cette œuvre. Donc il y avait quand même un peu un sujet, il y avait un sujet documentaire et tout. Donc on a fait le film qui a été très bien, très réussi et qui est sorti, qui a eu un petit peu d'entrée, mais voilà. Puis après et à ce moment-là, en fait, on a un peu théorisé tous les deux la notion de documentaire opéra versus le film opéra. C'est-à-dire le film opéra, on fait comme faisait encore jusqu'à la fin Toscan, quand il a fait Tosca. Il va chercher le plus grand orchestre, les plus grands chanteurs, le plus grand chef. Tout ça coûte une fortune absolue. Et puis ensuite, il faut le tourner. Donc, en plus de ça, il y a le studio. Donc, c'est-à-dire, c'est des films qui coûtaient des dizaines et dizaines de millions. Évidemment, impossible d'envisager ça maintenant, surtout que les entrées des films opéra n'ont cessé de baisser. Donc, on a inventé un peu la forme du documentaire opéra. On s'est dit, plutôt que de créer une production d'opéra pour un film, identifions les productions d'opéra qui de toute façon vont se faire avec des artistes qui nous intéressent, des images qui nous intéressent, et faisons un documentaire là-dessus. Donc, on l'a fait pour Péléas et Mélisande, on l'a fait pour Traviata et nous, quand on a su qu'un metteur en scène qui s'appelle Jean-François Sivadier, qui est un metteur en scène qu'on aime beaucoup, et qui lui-même avait fait une pièce de théâtre sur toutes les répétitions de la Traviata, qui s'appelle Italienne avec orchestre. Quand on a su qu'à son tour, il allait mettre en scène la Traviata,
Donc là, on est allé filmer, d'autant plus que c'était le dernier rôle qu'allait chanter Nathalie Dessay. Donc on a filmé, et là encore, c'est vrai que le documentaire, parfois, permet des choses tellement uniques, quoi. Et le film, c'est un film que j'aime beaucoup, quoi. C'est un film très, très fort, très, très marquant. Et puis on a fait pareil sur la production des Indes galantes, voilà, où on a filmé très en amont toute l'histoire de cette mise en scène de Clément Cogitor. Et puis on a fait un autre film, alors qui n'est pas ce que je viens de décrire, qui s'appelle donc Noces, où là par contre le film a l'apparence d'un documentaire, mais ça n'est pas un documentaire, où Philippe a recréé aujourd'hui ce qui serait une nouvelle création des Noces de Stravinsky et Ramu, voilà, dans le canton de Vaud. Le film sur les Indes galantes, de ceux que j'ai vus, et donc j'ai vu en tout cas tous ceux que vous venez de mentionner, me paraît être celui dans lequel on comprend le mieux et on entre le mieux, on participe le mieux au travail des uns et des autres. Peut-être parce qu'il y a un montage qui est particulièrement réussi, je n'en sais rien, mais j'ai été très impressionné par ça, et donc on peut le voir assez facilement. On peut tous les voir facilement, oui, ils sont en VOD. Ouais. Et pour rester dans l'opéra, vous produisez, alors dans le cadre un peu plus, comment dirais-je, enfin plus numérique, vous avez produit un certain nombre de courts-métrages, dont un qu'on peut voir très facilement sur Internet. Il suffit de cliquer sur Péléas. Non, c'est pas sur Balthus qu'il faut que... Non, sur Péléas aussi. Sur Péléas. Ouais. Et donc, ça s'appelle Une nuit à l'opéra. Ça dure peut-être moins de 20 minutes ou quelque chose. Oui, à peine, ouais. C'est un film absolument désopilant. Sans rien, sans un mot de commentaire. C'est un montage d'images d'archives en noir et blanc de l'opéra, du temps où l'opéra était le haut lieu de la représentation du pouvoir, et pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour des gens qui n'y mettaient jamais les pieds, mais qui allaient sur la place de l'opéra pour voir les gens qui allaient à l'opéra. Le mélange des gens qu'on voit dans ces galas à l'opéra va de Fernand Reynaud à Nikita Khrouchtchev, d'André Malraux à Gérard Philippe, le général de Gaulle bien entendu, Konrad Adenauer, j'en oublie, et tout ça sur fond de la marche d'Aïda qui est assez bien... Et ça se termine par un tout petit extrait du récital que donnait Callas, où elle chantait Rossini, le célèbre La Cavatine, Una voce poco fa. Et l'ancien opéra, l'opéra mondain, l'opéra est en 20 minutes... vous éclate à la figure d'une manière... et je ne connais pas du tout ce réalisateur, et je ne sais pas du tout comment ça vous est arrivé. Très grand réalisateur ukrainien, Sergei Loznitsa, qui est connu pour avoir fait beaucoup de films d'archives. Et donc moi j'avais cette idée donc ce film s'inscrit dans une collection qui s'appelle La Troisième Scène, et ça a duré 5 ans, c'est terminé maintenant, et où le principe était d'aller solliciter des artistes pour leur proposer de faire un film qui évoque l'opéra. Quel que soit, ça pouvait être les lieux, ça pouvait être une œuvre, ça pouvait être une chose périphérique à l'opéra. C'était une commande assez large. Et moi, j'avais un peu cette idée je m'étais rendu compte qu'au fond, l'opéra n'avait jamais fait la collecte de toutes les images d'archives de l'opéra. Et donc, un jour, j'ai demandé à un documentaliste de travailler là-dessus. On a identifié plein d'images d'archives. Et on a proposé à Sergei Loznitsa, connaissant son travail sur les images d'archives, de faire quelque chose. Mais ces films, c'est souvent des films, c'est souvent autour de la guerre, et alors lui, ça l'a beaucoup amusé, tout d'un coup, le faire... Et donc, je lui ai raconté, je lui ai dit, voilà, les différentes catégories d'images d'archives qu'on a, il y a ceci, il y a cela, il y a... Voilà, puis je lui ai dit, puis il y a toute la représentation officielle, les chefs d'État, Alors là, il me dit, ah non, mais alors ça, c'est super, ah non, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, il s'est amusé à faire ce montage d'archives avec tout son art. Voilà, et vous avez raison de le dire, c'est Une nuit à l'opéra, il suffit de taper ce film, Une nuit à l'opéra, et c'est tellement jubilatoire. Ouais, c'est sûr, ouais. Je change complètement de sujet, mais vous avez publié à la Tour Verte 2 livres d'entretien. L'un avec Pierre Chevalier, qui a été pendant de longues années l'homme de la fiction à Arte, avant de devenir l'homme de la fiction à France Culture, et l'autre avec Mac Bodard,
alors dont on ne sait même plus dire de qui elle était la productrice, tellement elle a produit de gens. Ce sont deux personnages plutôt différents, encore qu'au moment où je dis ça, je m'aperçois, je pense à ce qui les rapproche. Mais ces deux personnages, pour vous, sont des modèles, des gens que vous avez rencontrés dans vos premiers moments d'exercice de la profession Non, pas au premier moment, non. C'est deux admirations qui sont devenues deux amis, très, très chères. Et Mac Bodard, donc Mac Bodard, on peut quand même dire qu'elle a produit... Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Bodane, elle a produit Boissard Balthazar, Mouchette, elle a produit La Chinoise, elle a produit, c'est vraiment une des grandes productrices de la nouvelle vague. Hein. On parlait de Truffaut, qui a coproduit L'Enfance nue. Elle avait elle-même coproduit L'Enfance nue avec lui. Et donc, c'est une productrice qui a eu une décennie dingue. Vous regardez les années 60, tout ce qu'elle a produit. Il y a 40 longs métrages et il y a 20 chefs-d'œuvre. Et donc, un jour, je lui ai écrit parce que je me disais, bah voilà, cette productrice légendaire, elle est encore là, elle travaille toujours, voilà. Et puis, je lui ai écrit une carte postale, elle m'a répondu, on s'est rencontrés. Et puis, on s'est bien entendu. Et puis, j'ai appris plein de choses que j'ignorais sur elle, notamment toute sa carrière de productrice de télé. C'est-à-dire que quand elle a arrêté la production cinéma au début des années 70, elle a commencé à produire de la télévision, et notamment tous les films de Nina Campanese. Donc, voilà, tous ces films que moi, j'avais pu voir enfant à la télévision. Et puis un jour, je lui ai juste demandé, je lui ai dit, mais Mag, est-ce que ça vous embête si jamais je pose un enregistreur sur la table pendant qu'on discute, voilà. Et puis à partir de ces discussions, j'ai conçu ce livre d'entretien qui raconte donc toute cette vie de productrice de films, mais aussi toute cette vie avant qu'elle soit productrice de films, quand elle était mariée à Lucien Bodard, que Lucien Bodard était reporter de François en Indochine, toute cette vie tellement folle, quoi, et où ensuite elle a été la compagne pendant 18 ans de Pierre Lazareff, et donc c'est une histoire du XXe siècle, en fait, hein, d'écouter cette femme parler. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais déjà, je ne me souviendrai jamais de tout ce qu'elle me dit, et on ne peut pas perdre cette mémoire, c'est pas possible, puisqu'à ce moment-là, je l'ai rencontrée, elle avait déjà 87 ans, elle vivait relativement seule. Elle est morte à 103, je crois, quand même. Elle est morte à 103. Donc on s'est vu assez longtemps, oui, quand même, voilà. Et Pierre Chevalier, c'est un peu différent, parce que Pierre Chevalier, j'ai travaillé avec lui, quand il dirigeait les fictions d'Arte, je lui avais proposé des projets. Il y en a un qui s'était fait, un film d'Olivier Py. Et très vite, cet homme m'a beaucoup impressionné. Cette intelligence qu'il avait, cette sensibilité, ce sens des artistes. Et puis cette chose que j'ai vite comprise, en fait, quand on faisait des réunions à Arte sur des projets, la capacité qu'il avait de créer l'inspiration. C'est-à-dire qu'il disait des choses et tout d'un coup, ça faisait tilt chez le réalisateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, le réalisateur sortait de discussion avec lui et il avait compris des choses. Il avait des idées. Et alors ça m'a vachement intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est fou cette capacité qu'il a. Et puis voilà, puis après, il a quitté Arte, puis il aimait beaucoup la musique. Donc on allait souvent écouter de la musique ensemble. Et puis à ce moment-là, il était le neveu de Pierre Boulez, il faut le neveu de Pierre Boulez, voilà. Et puis voilà, et puis un jour, je lui ai dit, voilà, Pierre, est-ce que vous auriez envie qu'on fasse un livre d'entretien comme j'avais fait avec Mac Bodard? Et donc là, ça s'est fait très différemment parce qu'on avait peu de temps. Donc on l'a fait avec une certaine intensité, mais je regrette pas du tout parce que l'histoire, dans une précédente conversation, on parlait des années 90 et de cette émergence. Il l'a comprise et il l'a réunie au sein d'Arte. Tout ce qui se passe au début des années 90 dans le cinéma est identifié par Pierre Chevalier. Pierre Chevalier passe des commandes à ces cinéastes qui eux-mêmes choisissent de nouveaux scénaristes, de jeunes comédiens. Et il y a un moment donné qu'on a souvent comparé un petit peu on a dit c'est un peu un mini-studio. Voilà, c'est à un moment donné, cet homme dirige ce mini-studio, embauche plein de cinéastes, certains connus comme Téchiné, Benoît Jacquot, d'autres dont on n'a jamais entendu parler et qui vont faire des carrières incroyables, et il produit des films par dizaines. Lui, son principe, il dit il faut du volume. Si on veut la qualité, il faut le volume. Il faut produire beaucoup pour que, dans ce beaucoup, on ait la chance d'avoir quelques films vraiment réussis. En 10 ans, il va produire plus de 300 films. Alors, lui dit, je ne suis pas producteur, il dit, j'étais coproducteur.
Donc, il réunissait souvent des réalisateurs et des producteurs, et puis lui était le référent de tout ça un peu, et une voix qui portait beaucoup. Et dans des conditions de production très drastiques, très peu d'argent, très peu de jours de tournage. Et là, sortent quantité de grands films. Un des premiers les plus marquants, Les Roseaux Sauvages, d'André Téchiné. Et puis ensuite, il fait la collection Tous les garçons et les filles. Et puis, il a ses idées de collection, qui réunir des réalisateurs en leur imposant un thème. Et puis, ces films assez vite sortent du cadre de la télévision, sont sélectionnés par des festivals, sortent au cinéma. Certains marchent, Marius et Jeannette de Guédiguian et d'autres. Et les premiers films de Cédric Lapiche. Et voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, ça m'intéressait. C'est pareil, quoi. Je me suis dit, en fait, il s'est passé cette chose dans le cinéma français et la télé française, hein, vraiment les deux. Et cette chose, on va l'oublier. On se souviendra des films. On oubliera tôt ou tard qu'un homme a réuni tous ces gens, a eu ces intuitions-là. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce livre, de comprendre comment quelqu'un qui, avant de débarquer à Arte, était fonctionnaire au CNC, et que rien ne prédestinait du tout à faire ça. C'est Jérôme Clément qui lui a dit, quand il quitte la présidence du CNC, Pierre Chevalier s'occupe du service des avances sur recettes, qui est un travail assez administratif, mais qui est un travail d'observation incroyable, parce que vous êtes présent en commission, vous voyez les gens débattre sur les projets, les réalisateurs, tout ça. Et Jérôme Clément se dit, tiens, peut-être que Pierre Chevalier a une connaissance un peu de tout ça, je vais lui confier les fictions d'Arte. Ce qui pour lui, jamais, il a imaginé faire ça. Et hop. Voilà, il a des idées, ça part, et puis ça se passe, et puis à un moment donné, si vous voulez, dans les années 90, faire un film Super Chevalier, c'est comme être édité dans la collection blanche de Gallimard, quoi. C'est-à-dire, c'est le nec plus ultra. Même si vous allez être payé à coups de lance-pierre, même si vous allez avoir 2 fois moins de temps de tournage, même si vous n'êtes pas sûr que votre film sorte au cinéma, mais c'est la classe. Voilà. Et donc là, évidemment, un phénomène de mode se crée autour de lui, quoi. Les gens ont envie, on lui propose donc plein de projets, même certains projets pensés pour le cinéma, on se dit, et si on les proposait à Pierre Chevalier, peut-être que... Et la différence qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où il dit oui, le film se fait. Dans ce cadre très serré, mais c'est assez rare, c'est-à-dire que souvent, pour faire un film, il faut le oui de 10 personnes. Lui, son oui suffisait. Donc, c'est aussi une certaine façon de produire, une certaine dynamique qu'on connaît pas tous les jours. Hein. Parce que le oui entraîne tous les autres. Son oui entraîne tous les autres. Parce que son oui, c'est l'investissement d'Arte qui va entraîner certains investissements un peu automatiques. Donc, si vous voulez, c'est... et puis voilà, ça se fait, je vous dis, avec peu d'argent. Beaucoup moins que les films de cinéma. Mais ça se fait quand même. Ce rapport à l'argent est, me semble-t-il, un des points communs entre Mac Bodar et Pierre Chevalier. C'est-à-dire que Mac Bodar, dans l'entretien qu'elle a avec vous, dit qu'elle a souvent dû serrer la vis et que ça lui a paru avoir des effets tout à fait bénéfiques sur le travail du réalisateur. C'est votre propre position en tant que producteur ? Oui, c'est la contrainte un peu, c'est que souvent on se rend compte que la contrainte crée des choses qui artistiquement sont intéressantes. Donc ça fait partie du travail du producteur un peu de donner ce cadre, hein, dont on se dit il y a le cadre. Le cadre se fait par rapport à l'argent qu'on trouve, mais le cadre se fait aussi par rapport à ce qu'on pense qui est bon pour le film et pour le réalisateur. Et de temps en temps, diminuer un temps de tournage, voilà, c'est pas toujours quelque chose qui va aller contre la création. Et alors, évidemment, les réalisateurs, souvent, ne le comprennent pas au début. Après, c'est différent. Souvent, c'est des discussions que j'ai plus tellement, moi, avec les réalisateurs. Assez vite, on s'entend sur ces choses-là. C'est... parce que, quelque part, ils le savent aussi. Donc, mais ce qu'il faut, c'est amener la contrainte au bon endroit. C'est-à-dire surtout ne pas... Il y a des réalisateurs, il y a une chose dont ils ont besoin. Ils peuvent faire des efforts sur beaucoup d'autres, mais il y a une chose dont ils ont besoin. Donc cette chose-là, il faut la protéger. Il faut que ce soit une priorité. Par contre, on peut leur dire, ça, par contre, c'est pas possible. Voilà. Mais si on leur dit, c'est possible sur des choses un peu moins importantes pour eux, mais qu'on essaye de toucher à la chose essentielle, là, ça va plus. Donc, c'est un peu ce qu'on apprend. Et puis après, la différence aussi entre Mac Bodar et Pierre Chevalier, c'est que Pierre Chevalier, de toute façon, il ne disposait que des sommes que pouvait allouer Arte. Le cadre, tout le monde le connaissait. Mac Bodar, il fallait qu'elle trouve l'argent à un moment donné où il n'y avait pas les dizaines de guichets dont on a parlé. Hein. C'était un moment donné où un financement de film, ça se fait avec un MG distributeur
et souvent des Américains. Voilà, une coproduction internationale et éventuellement l'avance sur recette, et pas beaucoup plus. Donc elle est aussi dans une course après l'argent assez effrénée, et elle aura quand même régulièrement des problèmes d'argent, et elle finit par déposer le bilan après avoir produit un film où ça se passe mal, où elle vend quasiment son catalogue à la Columbia pour réussir à financer Podane. Enfin, c'est-à-dire que la question de l'argent est quand même un peu omniprésente dans sa façon de produire des films, parce qu'elle veut produire des films difficiles, de grands auteurs qui ne sont pas des films commerciaux, à un moment donné où les films se financent essentiellement par l'argent qui remonte de la salle. Donc, pas facile d'y arriver. Mais elle y arrive. Elle y arrive notamment grâce à ce lien amoureux qu'elle a avec Pierre Lazareff, dont elle est la maîtresse, mais la maîtresse officielle. Oui. Tout le monde sait que c'est la maîtresse de Pierre Lazareff, même si Pierre Lazareff continue à vivre avec sa femme. Hélène Gordon. Et évidemment que ça l'aide. Oui, voilà. ça, tout ce qui est dans votre livre d'entretien, tout ce qui concerne Pierre Lazareff, d'abord, c'est un hommage à Pierre Lazareff, qui est, pour l'avoir un tout petit peu connu, c'est un hommage qui est tout à fait justifié, et en même temps, c'est la description d'une époque qui serait un assez joli sujet de roman ou de film ou de ce qu'on voudra, mais et où la force des personnalités est un point essentiel dans la configuration des rapports et des entreprises et des choses de ce genre, la force de personnalité qui va jusque, dans le cas de Mac Bodar par exemple, à vendre sa maison pour pouvoir continuer à financer un film, etc. Mais je reviens à ce que vous disiez sur le rapport de l'argent avec les réalisateurs. Vous disiez, on peut leur faire comprendre qu'il y a des économies à faire sur un certain nombre de points, mais pas sur un point qui leur est essentiel. Ce point-là, c'est eux qui le définissent ou c'est vous ? Est-ce qu'ils en ont conscience ou est-ce que c'est vous qui devez leur faire accoucher de ce... Non, c'est pas le faire accoucher, c'est de le comprendre. Produire un cinéaste, c'est quand même beaucoup le comprendre, c'est comprendre un fonctionnement, puis c'est écouter aussi ce qui va vous dire. Donc je dirais que ça se définit à deux, mais ça doit se pressentir aussi un petit peu quand même. Dans les discussions, des fois, un réalisateur va demander une chose, vous allez dire non. C'est pas très grave, et puis une autre fois vous allez dire non et ça peut avoir des conséquences, et c'est ça qu'il faut réussir à identifier un peu, parce que le non va pas être obligatoirement très différent de la chose essentielle et de la chose qui l'est moins, mais il faut comprendre un peu ça. Alors évidemment, l'expérience de travailler avec des réalisateurs depuis plusieurs films aide à ça. Et alors ensuite, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas sur le plateau qu'on voit le producteur, c'est avant, on en a beaucoup parlé, c'est aussi après, vous allez dans la salle de montage. Beaucoup. C'est un moment qu'on n'imagine jamais dans le travail du producteur. C'est-à-dire qu'un producteur, c'est toujours amené à la question financière. Voilà, mais un producteur est très important au montage. Nicole Garcia, dont j'ai produit 2 films, a souvent été produit par Alain Sard, dont tout le monde disait Alain Sard, on ne le voit jamais. Voilà, jamais sur les tournages, jamais ceci, jamais cela. Mais Nicole, elle me dit, mais moi, je le voyais en salle de montage. Et elle dit, et c'était extrêmement précieux. Tout ce qu'il disait au montage, c'était précieux. Et souvent les bons producteurs sont des gens qui ont un sens du montage. Vous savez, à Hollywood, pendant longtemps, les réalisateurs terminaient leur travail sur le film au dernier jour de tournage. Le film était monté par une monteuse supervisée par le producteur. Donc, le producteur a un certain sens du montage. Donc, c'est quand même, si vous voulez, c'est le moment. Et puis en plus ça, quand on voit l'importance de cette étape, le moment de création pure qu'est le montage, c'est vraiment un moment que moi je compare à, c'est peut-être le moment le plus musical du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus toute la lourdeur qui va avec un film, la lourdeur financière, la lourdeur de fabrication, ses équipes pléthoriques, etc. Le montage, tout ça, c'est terminé. Il y a 2 personnes dans une salle de montage qui ne sont confrontées qu'à des problèmes de création pure, de rythme, de dramaturgie, voilà, de trouver la justesse d'un film. Voilà. Et ça, vous n'imaginez pas comme ça varie. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas comme certains films montent grâce au montage, comme certains films
auraient pu monter plus, mais malheureusement sont restés un peu en deçà parce qu'ils n'ont pas été très bien montés. Et comme le montage permet les ressources qu'offre le montage dans la création, vraiment de tout d'un coup se dire cette chose qu'on avait pensée, qu'on avait écrite comme ça, qu'on a tournée comme ça, on peut la faire tout à fait autrement. Et ça, il faut accepter l'idée que c'est à la fois comme ne pas trop respecter l'image et en même temps lui faire une confiance énorme. Se dire ne soyons pas trop accrochés à exactement la chose que j'ai voulu faire et à ce que je pense si beau comme ça, mais acceptons l'idée que peut-être il y a encore un potentiel bien plus fort dans ce que j'ai fait et que ce potentiel, il faut le chercher. Et ça peut passer par voilà, des déconstructions presque, oser des choses, quoi, oser des choses. Alors évidemment, il y en a un qui est tous les films de Godard rappellent ça. Tous les films de Godard, on voit bien à quel point le montage, la créativité qu'il a au montage tout le temps, et c'est une telle part du plaisir qu'on a dans ces films. Donc ça, c'est une chose... Oui, c'est une chose qui me passionne. Et c'est un moment où moi, j'estime que c'est aussi ma responsabilité. C'est-à-dire que ma responsabilité, par rapport à un cinéaste, c'est de faire exister son film. La première chose qu'attend un cinéaste d'un producteur, c'est ça. Fais exister mon film. Voilà. Donc ça, c'est ma première responsabilité. Mais ma deuxième responsabilité, qui formule moins clairement que la première, mais qui est aussi importante, c'est aide-moi à faire un bon film. Fait que mon film sera le meilleur possible. Et moi, c'est aussi ma responsabilité, c'est-à-dire que je suis là pour aider le cinéaste à faire le meilleur film possible. Et au montage, je dois avoir clair. C'est-à-dire que je dois pouvoir lui dire quand à un moment donné, c'est moins bien que ce que ça pourrait être. Alors, je vous dis pas que tout ça est simple. Hein. Souvent, c'est difficile, souvent c'est les moments les plus compliqués, souvent on croit qu'on sait, qu'on a appris à parler à un cinéaste, et puis encore il n'y a pas longtemps je me suis trouvé dans cette situation de dire quelque chose à un montage de film, et voilà, je l'ai sûrement mal dit, ça a été maladroit, ça a beaucoup blessé le metteur en scène, et je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, malgré tout ce que je pense de ce moment, tout ce que je crois avoir compris, il y a encore des fois où je peux peut-être ne pas savoir tout à fait trouver les mots, parce que c'est un moment tellement à vif. Le cinéaste travaille depuis tellement longtemps sur son film, des mois de montage, et puis tout d'un coup, il y a un mec qui débarque, et puis qui va dire des choses, et ces choses, il faut qu'elles aident le cinéaste. Il faut pas qu'elles l'atteignent, il faut pas qu'elles lui fassent perdre confiance. Des fois, on y arrive, et puis des fois, on n'y arrive pas. Il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, je ne suis pas arrivé. Je me suis dit, ah tiens, c'est assez rare. Au début, c'était assez fréquent. Avec Pierre, par exemple, Pierre Salvadori, les engueulades qu'on avait au montage, mais c'était fou. C'était fou. Je me souviens une fois, sur son premier film, sur Cible émouvante, on s'engueulait tellement qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on va demander l'avis de Rochefort. Et donc, à cette époque-là, donc évidemment, il n'y avait pas de digital, tout ça, on filme avec une petite caméra V8 l'écran de montage, de la table de montage. On fait une VHS et on va chez Rochefort, qui habitait à 1 heure de Paris. Voilà. Et évidemment, sur la route, on continue à parler du montage et on s'engueule. Et je me souviens de ces scènes où on s'engueulait tellement qu'on gare la voiture sur une aire de repos et on se hurle dessus sur l'aire de repos. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, je suis encore dans le moment où... c'est conviction contre conviction, c'est t'as tort, j'ai raison, voilà. Puis après on apprend, ça sert à rien de penser comme ça. Ce qu'il faut, c'est aider le cinéaste, c'est lui dire des choses, et puis surtout ne pas arriver avec des idées toutes faites, juste créer le climat pour qu'il trouve les bonnes idées. C'est pas à moi de trouver les bonnes idées, mais comment on fait pour ça, quoi, pour tout d'un coup lui faire prendre conscience que telle scène ne va pas, ou des fois c'est pas tant qu'elle ne va pas, c'est qu'elle pourrait être mieux. C'est ça la question, c'est comment au montage, comment faire monter le niveau du film, comment faire pour que c'est bien, mais comment ça peut être encore un peu mieux, et comment si c'est encore mieux, ça peut être super. Et c'est parce que tout d'un coup vous atteignez ce niveau que là, votre film fait la différence après. Il fait la différence aux sélections de festivals, il fait la différence quand il sort dans l'événement de presse, il fait la différence pour le spectateur, c'est-à-dire que c'est de le faire grimper comme ça, tout d'un coup, qui fasse que ce soit de plus en plus exceptionnel. Alors, c'est l'ambition. Des fois, on y arrive, souvent, on n'y arrive pas, hein, et puis on ne peut pas transformer à ce point-là les choses. Mais moi, c'est quand même toujours cette espèce de vigilance que j'essaye d'avoir, quoi, de me dire, là, à ce moment-là, il ne faut pas mollir, il faut de l'endurance. Et alors là, le montage, moi, ça peut durer longtemps. Alors, s'il faut 1 an pour qu'un film soit bien monté, on montera pendant 1 an. Le montage, ça coûte pas tellement cher. C'est une salle de montage et une monteuse. C'est pas la peine d'avoir dépensé autant d'argent avant.
si c'est pour essayer d'économiser à la fin et de surtout ne pas dépasser des 12 semaines de montage qu'on avait prévu initialement et de dire, non, je peux pas en rajouter 4. Mais des fois, et on revient à la question de la contrainte, ne pas mettre une durée claire sur le montage peut être aussi la possibilité pour le réalisateur de s'embourber complètement. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'il ne sait pas qu'on le fait finir le montage, il va monter. Donc ce qu'il faut, c'est quand même, faut cadrer les choses, mais avec quand même cette souplesse de ne pas les fermer trop tôt. Philippe Martin, vous nous avez fait voir le métier de producteur d'une manière dont je crois peu d'entre nous avaient conscience, mais je pense que nous ne pouvons pas nous séparer sans que vous nous disiez quelle a été la réponse de Jean Rochefort quand vous êtes allé le voir avec Pierre Salvadori. Moi, je m'en souviens plus, je pense que... non, parce que je me souviens plus du problème. Vous savez plus à qui il a donné raison. Je sais plus à qui il a donné raison, et puis Jean était très amical. Je pense qu'il a surtout dû chercher à nous réconcilier plus qu'à apporter la bonne solution de montage, mais il était vraiment très amical avec nous deux. On était tous les deux tellement jeunes et tellement admiratifs, et il était tellement accueillant, tellement. Ça a vraiment été quelqu'un de très généreux pour nous quand on a fait ce premier film. Écoutez, c'est un plaisir de finir cette conversation en évoquant la mémoire de Jean Rochefort et de toutes les qualités humaines et professionnelles qui étaient les siennes. Philippe Martin, merci. Merci à vous.